Le 19h30, François de Brigode. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. De nouvelles mesures ont été annoncées par le comité de concertation, on va bien sûr les détailler. Une première va nous permettre de prendre l'air, les terrasses seront ouvertes à partir du 8 mai, mais certains continuent à vouloir les ouvrir le 1er mai. On rejoindra Catherine Couffert à Liège et Daniel Velter à Anvers en compagnie du ministre de la Santé. Le monde culturel n'est pas très heureux des nouvelles mesures. Un plan de plein air existe pour les théâtres. On verra ce qu'il en est dans les cinémas et on fera le point avec Sophie Mergen à Charleroi. Il y a du neuf dans le monde de l'enseignement. Là aussi, on va détailler les mesures. Une attention particulière a été portée aux examens. Le vaccin AstraZeneca ainsi que le Johnson & Johnson continuent de poser question. L'Europe semble se profiler en faveur de Pfizer et BioNTech. Explication avec Alice de Batty. Et puis un peu de dépaysement, prenant de la hauteur, on pourra assister au fast test du téléphérique de Namur, et cela avant que vous ne puissiez monter dedans. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un certain nombre d'assouplissements ont été décidés par le comité de concertation. Les écoles vont pouvoir rouvrir, les voyages sont permis d'une certaine manière et les coiffeurs reprennent le 26 avril. Le couvre-feu sera supprimé. Un comité de concertation qui était tendu autour de l'Horeca et là, on assiste seulement à une réouverture des terrasses. Les moments clés de la conférence de presse avec Stéphanie Lepage. Il aura fallu 7 heures de discussion pour que le comité de concertation réussisse à se mettre d'accord quant à l'évolution à donner aux mesures sanitaires. Cela n'a clairement pas été simple d'aboutir. On n'oublie personne quand on discute pendant 7 heures en Codeco, en réunion comme ce matin. On n'oublie personne, mais ce n'est pas simple de trouver, cet équilibre. Et c'est ce que nous tentons de faire, et avec chacun et chacune, l'humilité indispensable, parce qu'on sait que la privation de liberté est importante, que les gens, comme Elio l'a dit, en ont ras-le-bol aujourd'hui. Principal point de blocage, l'Horeca et son calendrier de réouverture. Le secteur espérait un feu vert complet pour le 1er mai, ce que préconisaient aussi certains partis, membres de la coalition gouvernementale, mais qui fut jugé trop tôt pour le Premier ministre et le ministre de la Santé. C'est finalement le compromis qui l'a emporté avec la réouverture des terrasses prévue le 8 mai. On ne peut pas être aveugle par rapport à la situation dans les soins de santé, mais on ne peut pas être sourd non plus à la demande de perspective. Et cette demande de perspective, on l'a écoutée, on l'a bien entendue, et on a pu donner cette perspective. Et cette perspective, c'est que beaucoup plus de choses peuvent se passer à l'extérieur à partir du 8 mai. Le Premier ministre a aussi vivement encouragé à se faire vacciner afin de pouvoir encore lâcher du lest dans les semaines à venir. On a aujourd'hui eu la bonne nouvelle qu'on va avoir 1,3 million de vaccins de Pfizer en plus que ce qu'on avait été promis. C'est clair que le déploiement de la vaccination devient de plus en plus une vraie base solide sur laquelle nous pouvons planifier des réouvertures. Un nouveau comité de concertation spécial été est d'ores et déjà prévu vendredi prochain pour baliser les événements qui pourront s'organiser en juillet et août. L'Horeca a donc été la principale pierre d'achoppement des discussions et à l'heure qu'il est, seule la réouverture des terrasses sera autorisée à partir du 8 mai. Une réouverture plus large est envisagée si le niveau d'occupation des lits d'hôpitaux en soins intensifs passe sous le nombre des 500. Les réactions dans l'Horeca, vous allez l'entendre, sont très négatives. Benjamin Verporten. Les mines sont déconfites. La déception et la colère se lisent sur le visage de ces restaurateurs. Ils viennent d'apprendre qu'ils ne pourront rouvrir que le 8 mai. Et encore, cela ne concerne que leur terrasse. Voilà pourtant des semaines qu'ils se battent pour ouvrir le 1er mai. À un moment donné, on fait exprès de ne pas nous entendre. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On fait semblant de ne pas nous entendre. Et donc, j'ai l'impression qu'ils cherchent un petit peu à maintenir leur opinion coûte que coûte et à ne pas entendre notre cri de désespoir. Le secteur Horeca doit attendre le 8 mai. Et seul le service en terrasse sera autorisé. Impensable pour ce restaurateur. Déjà pour le climat, parce qu'on n'est pas dans les pays du Sud où on est sûr d'avoir un ensoleillement constant. Et deuxièmement, parce qu'on n'a pas suffisamment de place, notamment avec la distanciation qu'on va devoir imposer à notre terrasse. Et forcément, ça va se traduire par un manque de rentabilité. Ces indépendants sont donc en colère ce soir. Ils ne comprennent pas la décision du gouvernement.
on laisse les gens voyager, mais par contre, nous, on ne nous laisse pas accueillir nos clients en toute sécurité en extérieur. Et donc, on freine encore des cas de pied pour l'ORECA. Et c'est toujours l'ORECA qui est le problème dans tous les cas de figure. Tous les experts s'accordent à dire que l'extérieur ne représente pas de danger. Donc si c'est pour nous ouvrir en terrasse, pourquoi pas demain? Pourquoi uniquement le 8 mai? Donc on nous avait garanti, encore une fois, qu'on ne serait pas fermé un jour de trop. Et là, on a encore 3 semaines de trop. Alors le secteur n'y va pas par 4 chemins. Ce 1er mai, il pourrait être nombreux à aller contre la décision du gouvernement. Donc le 1er mai, on ouvre. Je vous confirme devant la caméra que j'ouvrirai le 1er mai, quoi qu'il arrive. C'est terminé. Le 1er mai, on réouvre. Un acte de désobéissance civile, passible de lourdes amendes. Et on prend à nouveau la direction de Liège où l'on rejoint Anne-Catherine Crouffer. Anne-Catherine, votre invité, c'est Willy Demeyer. Le bourgmestre, il a laissé entendre de manière très claire qu'il ne s'opposerait pas, lui, à une réouverture des terrasses, non pas le 8 mai, mais le 1er mai. Alors, qu'en est-il exactement? Quelle est sa position exacte, Anne-Catherine? Alors d'abord, une chose est sûre, c'est qu'il y a énormément de restaurateurs qui vont ouvrir le 1er mai. Alors s'y opposera-t-il ou pas? Pour plus de précision, nous l'avons à nos côtés, Monsieur Demeyer. Est-ce qu'on peut dire que vous allez laisser faire les choses? Mais le problème ne se pose pas comme cela. Le bourgmestre, tous les bourgmestres du pays, en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie, sont responsables de l'ordre public. Et il faut mesurer le danger d'envoyer la police disperser les consommateurs qui seraient attablés sur une place publique comme la place du marché devant l'hôtel de ville de Liège. Et nous avons beaucoup d'endroits comme cela à Liège, avec 1000 établissements de l'ORECA. Donc c'est dangereux en termes d'ordre public et c'est cela qu'il faut mesurer. Le gouverneur et le chef de la police partagent mon avis. Ça veut dire que quoi? Que c'est plus facile de vérifier si les gens sont à distance et portent des masques sur les terrasses? Oui, si vous me posez la question, il y a des rassemblements comme celui de la Beauvrie ou dans d'autres villes, mais il y a aussi les fêtes clandestines. Donc c'est ce qui se passe pour l'instant à Liège et partout dans le pays. Donc du point de vue de la santé publique, c'est plus facile de contrôler, mais ce n'est pas la question, c'est l'ordre public qui est menacé. C'est l'ordre public, mais il y a peut-être également plusieurs personnes qui se disent tiens, à Liège, on va ouvrir une semaine plus tôt. Nous, on va venir à Liège boire des verres sur les terrasses. Vous pensez que c'est quand même une bonne chose? Mais je vous dirais que tout le monde vient à Liège, tout le temps. Ils sont déjà là. À la Beauvrie, plus de la moitié des personnes n'étaient pas des Liégeois. On venait de Bastogne, on venait de Flandre, on venait de partout. C'est comme ça à Liège, c'est une métropole. Donc il vaut mieux peut-être contrôler les choses, les gérer. Et en cela, je trouve que le rapport des experts est un bon rapport et je me réjouis que le Codeco est dans ce sens-là. Donc finalement, vous soutenez à demi-mot les restaurateurs ou les cafetiers? Non, je n'ai pas à les soutenir ou pas. Moi, je suis dans la ligne du Codeco. Je dis qu'il y a un risque en matière d'ordre public. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes prudents avec l'intervention de la police. Alors au niveau de la santé, on disait tout à l'heure, le Premier ministre, qu'il y avait peut-être 500 000 vaccinations en plus si on retarde d'une semaine. Vous avancez d'une semaine. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les rassemblements clandestins, les rassemblements dans les parcs sont aussi dangereux en termes de contamination. Donc c'est une question difficile à trancher. Donc vous laissez un petit peu les restaurateurs. Vous fermerez les yeux? Non, ce n'est pas fermer les yeux. Nous gérerons l'ordre public le mieux possible. Ça va, mais je vous remercie. En tout cas, on comprendra ce qu'on comprendra. Nous, en tout cas, on aura l'œil ouvert le 1er mai sur les terrasses à Liège. Merci Anne-Catherine. Une décision qui donne quand même un peu de baume au cœur des amoureux de voyage. Cette fois, c'est la levée de l'interdiction des voyages non essentiels à partir du 19 avril. Concrètement, on pourra à nouveau passer les frontières pour les loisirs ou de simples vacances dès lundi prochain. Mais encore faut-il que les autres pays nous acceptent et les conditions retour resteront très strictes. Sarah Hendricks. Dans cette agence de voyage, dernièrement, les rares clients ne viennent plus que sur rendez-vous une fois par semaine. Dès le 19 avril, il ne faudra plus de raisons essentielles pour voyager. Une bonne nouvelle pour ce professionnel, même si dans l'immédiat, ça ne changera pas grand-chose. Même si on va à nouveau pouvoir voyager, il faut encore qu'on puisse être accueilli dans d'autres pays. Aujourd'hui, dans les pays européens qui sont les plus prisés par les vacanciers, il y a encore pas mal de limitations en place.
On s'attend néanmoins à ce qu'à partir du mois de mai, courant du mois de juin, progressivement, les destinations vont s'ouvrir de plus en plus aux vacanciers. Dès lundi, on revient en fait à la situation des codes couleurs, avec des mesures strictes de tests, de tracing et de quarantaine au retour des nombreuses zones rouges. Le secteur, qui a beaucoup souffert de la crise, mise tout de même sur une reprise cet été, mais espère une meilleure concertation avec le gouvernement. Tout dépend de comment les gens vont recevoir ce côté zone rouge, comment le gouvernement va communiquer, si le gouvernement va communiquer de façon claire, cohérente avec le secteur ou pas. S'il joue simplement le côté épouvantail, ça n'a aucun sens. Si les conditions de voyage s'assouplissent bien cet été, Testachat veut éviter que certains voyageurs soient discriminés. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la possibilité pour les personnes vaccinées de voyager. Avec ou sans restriction, ça reste encore un peu flou pour le moment. Pour nous, à partir du moment où on autorise les personnes vaccinées à voyager, il faut également pouvoir permettre aux personnes qui disposent d'un test PCR négatif de voyager. Et nous demandons que ces tests PCR pour les voyageurs soient gratuits. Si vous réservez dès maintenant vos vacances via des agences de voyage, vous aurez certainement la possibilité d'annuler, de vous faire rembourser ou de changer de destination si la situation se détériore. Mais si vous réservez seul, même avec une assurance spécifique, soyez bien attentif aux conditions d'annulation avant de reprendre la route des vacances. Daniel Welter, vous êtes à Anvers avec le ministre de la Santé. De nouvelles décisions qui sont prises, on sait, dans un contexte sanitaire quand même qui reste compliqué, entre autres, vu le nombre de lits occupés dans les services de réanimation, Daniel. Oui, on sait que la situation sanitaire reste très préoccupante. On sait aussi que c'est le moteur du ministre de la Santé. J'ai envie de revenir avec lui sur cette date pivot, mais qui fait déjà polémique, la date du 8 mai. Pourquoi le 8 mai? Pourquoi pas une semaine plus tôt? Qu'est-ce que ça aurait changé? Pourquoi pas le 1er mai, comme on avait promis à l'ORECA? Mais une semaine, ça veut dire un demi-million de vaccinés en plus. Et donc un demi-million de gens qui se sont protégés en plus. Et donc une semaine, ça compte. Et donc il faut chercher le juste équilibre entre d'un côté le désir que nous avons tous pour retrouver une vie normale, mais de l'autre côté, une sécurité qui est nécessaire. Mais ici, c'est uniquement un premier pas, c'est l'ouverture des terrasses. Or, on sait qu'en extérieur, le risque est moins élevé. Ça aurait vraiment changé. C'est un demi-million de vaccinés en plus en une semaine. Aujourd'hui, beaucoup de restaurateurs disent déjà on rouvrira quand même le 1er mai. Vous leur dites comment? Vous les contrôlez comment? Mais c'est évidemment le devoir des bourgmestres de faire respecter les règles. Et donc, si aujourd'hui on ne fait pas respecter les règles, c'est très sympathique. Et demain, c'est le Far West. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce que demain, on va dire, quand un centre de fitness veut rouvrir, OK, ça va? Est-ce qu'après-demain, quand un cinéma veut rouvrir, OK, ça va? On veut quand même pas le Far West. Hein? Et donc, je crois que la solidarité exige de respecter les règles et de rouvrir ensemble en ordre. Mais aujourd'hui, la ville de Liège, pour ne citer qu'elle, semble vouloir fermer les yeux. Aujourd'hui, très sympathique. Demain, le Far West. D'accord. Vous dites on n'a oublié personne. Est-ce que c'est audible quand on est de l'ORECA ou du secteur culturel ou de tous les autres secteurs qui attendent depuis des mois? Mais ça, je comprends très bien. Et à vrai dire, je sais qu'il est extrêmement difficile et douloureux. Quand vous avez un café et depuis des mois, votre salle est vide, il n'y a pas de clients, c'est pas seulement une question financière, c'est une question vraiment d'un métier qui souffre. Ça, je comprends très bien. Mais ce qu'on veut, c'est que quand il y a une réouverture, que c'est une réouverture solide, dans un contexte qui est sûr. Et c'est pour ça qu'il y a évidemment des conditions. C'est pour ça que l'on dit aussi le 8 mai est conditionné par une amélioration nette dans la situation dans les hôpitaux. Ça veut dire que rien n'est sûr à ce stade et pas plus une réouverture plus complète en juin. Exact. Et s'il y a une réouverture plus complète en juin, on a clairement dit au sein du comité de concertation, la situation dans les hôpitaux doit être un peu normalisée. Donc le nombre de patients Covid qui sont en soins intensifs doit être moins de, disons, 500 personnes pour pouvoir travailler de façon plus ou moins normale dans les hôpitaux, pour pouvoir soigner les gens qui en ont besoin. Mais est-ce que vous allez encore pouvoir compter sur l'adhésion de la population? Jusqu'ici, je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont, avec beaucoup de difficultés, suivi les mesures. Et je sais très bien que c'est
très difficile. Je sais très bien qu'on en a marre, ça je comprends. Mais je crois qu'il faut, en sachant que la vaccination est en train de progresser, il faut persévérer, pas pendant des mois encore, mais il faut quand même attendre le moment où, par exemple, les vulnérables, les personnes âgées sont vaccinées. Ça, ce sont des points pivots essentiels. Et donc, c'est pas tellement éloigné comme perspective, hein, mais donc il faut persévérer encore un petit peu. C'est un message difficile, je le sais, mais je crois que parfois, les politiques doivent aussi dire des choses qui sont un peu difficiles. Frank van den Broek, merci. Voilà donc à ce stade des perspectives, mais tout devra bien sûr être réévalué en fonction de la situation sanitaire. Merci Daniel, merci aussi au ministre de la Santé d'être intervenu dans ce journal. Un peu d'air autour du monde de la culture et du sport. Dès le 8 mai, les rassemblements de maximum 50 personnes seront autorisés dans le cadre d'événements sportifs, culturels ou religieux. Le plan plein air a été validé, mais dans le monde du théâtre et de la culture, il ne fait pas que des heureux, c'est le moins que l'on puisse dire. Sophia Kotsoglou. Des spectacles annulés, autant d'espoirs envolés, avec une saison théâtrale à l'image de ces centaines de brochures restées dans leur emballage. On essaye d'imaginer une manière de les rendre utiles, immortels entre guillemets, parce que se résigner à aller les amener au parc à conteneurs, pour l'instant c'est impossible. Si pour l'heure, ces sièges ne pourront toujours pas retrouver leur public, une éclaircie néanmoins pour la culture. Dès le 8 mai, des spectacles de maximum 50 personnes seront autorisés à l'extérieur. Mais pour ce directeur de théâtre, cette mesure n'est clairement pas suffisante. Le plein air, ok, très bien, mais ça va être très court. On n'est pas dans le sud de l'Espagne. Donc, en effet, il faut pouvoir entendre la capacité de réouvrir les lieux avec une jauge réduite, avec d'autres mesures de sécurité à pouvoir entendre, nous, de notre côté. Mais il faut accepter cette réouverture des lieux culturels. Elle est indispensable. Mais assister à un spectacle à l'intérieur n'est pourtant pas envisagé avant début juin. Au Théâtre du Parc, les répétitions continuent et on est prêt à s'adapter pour proposer des pièces en plein air. Il est certain que jouer en extérieur, c'est d'autres questions de production, c'est d'autres questions de moyens. Il faut sécuriser le lieu, c'est pas un lieu qui va fermer facilement, donc ça va poser plein de nouvelles questions de financement. Donc toutes ces questions-là vont quand même être très importantes. Il ne suffit pas de dire allez, tout le monde dehors et tout va bien se passer. Autre casse-tête, comment assurer une rentabilité avec un public d'à peine 50 personnes ? 50, ça va être difficile, c'est-à-dire qu'on va certainement devoir jouer à la fois sur l'adhésion du public. Et je pense que le public sera au rendez-vous, mais il faut que les pouvoirs publics, il faut que la Fédération Wallonie-Bruxelles, le fédéral, se disent que s'ils veulent aider le secteur qui a été le plus impacté par la crise avec l'Horeca, le culturel, c'est maintenant qu'il faut nous aider financièrement, parce que 50 personnes, ça va être très difficile. Après 300 jours de confinement, le monde culturel se dit financièrement asphyxié et demande d'urgence des aides supplémentaires. Sophie Mergen, vous êtes à Charleroi dans une salle de cinéma et on ne peut pas parler de levée de rideau pour le monde du cinéma. Oui, les salles obscures qui broient du noir, c'est le cas de le dire. Jusqu'à présent, 350 millions d'euros de pertes en un an de crise. Et chaque mois de fermeture, c'est 25 millions d'euros de pertes supplémentaires. Alors, si on en croit ce comité de concertation, pas de changement pour l'instant, puisque la réouverture potentielle n'est annoncée au mieux que pour le mois de juin. Alors, même si le secteur s'y attendait, clairement, il n'avait pas vraiment d'attente par rapport à ce comité de concertation. Mais la situation financière n'en est pas moins catastrophique. Alors j'ai à mes côtés Mathieu Bacolès, directeur du Quai 10 ici à Charleroi. Tout d'abord, une réaction par rapport à ce comité de concertation où finalement la culture a été très très peu évoquée. Oui, très très peu, c'est le mot. Et c'est finalement un des seuls points positifs encore de travailler dans le secteur culturel, c'est qu'on n'attend plus grand-chose d'écho. Mais en effet, on n'en a pas parlé avant. Je pense qu'ils en ont très peu parlé pendant. Heureusement, nous sommes là pour en parler après. Mais voilà, on s'y attendait, mais quand même beaucoup de colère face à ces décisions. Alors, par rapport à ce fameux plan plein air, est-ce que c'est réaliste une séance de cinéma avec 50 personnes maximum à l'extérieur ?
Absolument pas, et c'est ça qui nous met finalement en colère, c'est un peu l'hypocrisie du discours. Un plan plein air, pour nous, c'est pas une réouverture, on peut pas sortir le cinéma de ses murs. Il faut des conditions d'obscurité, ça veut dire qu'on devrait travailler la nuit, il faut un climat, on est en Belgique, on n'est pas dans le sud de l'Espagne, donc on peut pas installer des dispositifs de manière permanente, ce qui implique une logique événementielle, on va dire, pour les sorties, les séances plein air, et plus vraiment quelque chose qui fonctionne au quotidien. Puis enfin, financièrement, c'est c'est absolument pas viable, dans le sens où il faut 5-6 personnes pour organiser ce genre de séance, pour 50 spectateurs, 300-350 € de recettes. Voilà, on n'a pas vocation à travailler à perte et on pourrait de toute façon pas se le permettre. Alors, vous avez lancé à plusieurs reprises des appels à l'aide. On se souvient évidemment des actions Still Standing for Culture. Est-ce que vous avez l'impression que ça n'a servi à rien ? Alors, en tout cas, par rapport aux autorités, oui, force est de constater que ça ne fonctionne pas et qu'on n'a pas été entendu. Je pense que ce qui était positif, c'est l'énergie que ça a généré au niveau des équipes, du secteur et des collègues. Mais clairement, aujourd'hui, on a l'impression que personne ne nous entend et qu'on est passé du statut de non essentiel à presque transparent. Alors, on garde l'énergie, on garde du courage. On a des réunions de secteur fin de semaine pour décider d'actions communes et voir comment on va pouvoir réagir. Voilà, en tout cas une situation financière qui est très très compliquée pour les cinémas. C'est le cas ici dans ce cinéma qui est subventionné, mais c'est encore plus le cas dans les cinémas non subventionnés. Et vous l'avez entendu, le plan plein air n'est visiblement pas une solution réaliste ni une solution rentable. Merci Sophie, merci aussi à votre invité en direct donc de Charleroi. Le 19 avril, à la fin des congés de Pâques, les écoles vont rouvrir leurs portes. Il y aura plus de port de masque en classe pour les plus jeunes. Le détail des mesures à présent qui concernent l'école donc avec Tidiam Kouache. Encore quelques jours de vacances avant le retour à l'école lundi. Un retour en présentiel des maternelles à la 2e secondaire. Pour les élèves de 5e et 6e primaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il a été décidé de ne pas leur faire porter le masque en classe, contrairement à la Flandre. Retour aussi à la cantine et des repas chauds pour les primaires. Pour les 3e à la 6e secondaire, c'est toujours l'enseignement hybride qui les attend lundi, comme avant les vacances de Pâques. 50% du temps à l'école et 50% du temps à la maison, à distance. C'est la déception pour cette adolescente. Je suis assez triste et déçue parce qu'on nous avait promis de retourner à 100% à l'école en présentiel. Et donc du coup, je suis très déçue parce que les cours en ligne, c'est vraiment pas évident. J'espère retourner le plus rapidement possible à l'école. Je pense qu'on l'espère tous, les professeurs, les élèves, tout le monde. Il ne reste que 10 semaines avant la fin de l'année scolaire. 10 semaines où les cours se poursuivront pour préparer les examens de juin. Ça va vraiment être intense parce qu'on a raté des jours entiers de cours avec le distanciel pour telle ou telle raison. Et en plus, on n'est plus habitué à avoir des examens. Comme j'ai dit, ça fait plus d'1 an que moi, l'année passée en juin, j'ai pas eu d'examen non plus. Les épreuves externes comme le CEB, CE1D et le CESS seront maintenues en présentiel. Pour les autres années, on pense aux premières, 3e et 5e années secondaires. Là, le choix sera laissé aux directions d'école en concertation avec les professeurs d'organiser ou non des examens. Une évaluation de la situation sanitaire est annoncée dans 2 semaines avec l'espoir d'un retour à 100% des élèves début mai. On évaluerait au plus tard la situation le 3 mai pour voir dans quelle mesure il est possible de revenir à 100% en présentiel dans l'enseignement secondaire le plus rapidement possible. C'est une demande des acteurs de l'école, mais c'est bien évidemment une demande et des élèves et des étudiants, des parents. Quant au supérieur, rien ne change. Seuls 20% des étudiants retourneront en auditoire après les vacances de Pâques. Les métiers de contact comme les coiffeurs ouvriront bien le 26 avril, les tatoueurs aussi par exemple. Tous ces métiers en ont quand même un peu ras-le-bol des derniers mouvements de yo-yo dont ils s'estiment victimes. Simon Brem. C'est un soulagement en demi-teinte pour ce coiffeur namurois. Dans moins de 2 semaines, il pourra à nouveau accueillir ses clients, mais suite aux fermetures et réouvertures successives, il accueille la nouvelle avec prudence. Bonne nouvelle si c'est une ouverture définitive. Ça, c'est vraiment, si c'est vraiment définitif et qu'on ne referme pas dans 2, 3, 4, 5 semaines, c'est vraiment une bonne nouvelle, oui. Ouais, vous êtes méfiant de ce point de vue-là ? Complètement, ouais. J'avoue que je n'y crois pas trop, mais voilà, si on ouvre, on ouvrira. Au total, Cédric emploie 7 collaborateurs dans son salon et il a de nombreux autres frais. Alors pour lui, les fermetures sont particulièrement difficiles. Il faut quand même se rendre compte qu'on a des loyers, qu'on a des fournisseurs à payer
et que voilà, renflouer les caisses, c'est pas en quelques mois qu'on renfloue les caisses, et les économies, elles sont pas là pour ça, quoi. Autre métier qui peut reprendre le 26 avril, les tatoueurs comme Boris. Lui aussi s'inquiète que cette réouverture ne soit pas définitive. Vraiment, il joue un peu au yo-yo avec nous, donc il nous ouvre un petit mois, puis il nous ferme. On a un peu peur qu'il refasse ça, quoi. Ça, c'est sûr. Et puis, c'est des métiers de contact. On est sous rendez-vous avec 2 clients par jour. Chez les tatoueurs, en plus, il y a les normes d'hygiène qui n'ont pas attendu le Covid pour être présentes. Donc c'est un peu ridicule les choix politiques sur cette fermeture de métiers de contact. Tatoueurs, coiffeurs, esthéticiennes ou encore masseurs, tous espèrent que cette fois-ci sera la bonne après 1 an d'incertitude éprouvante. On va résumer maintenant les mesures qui ont été prises. Et avec Groutars, parlons d'abord de la semaine prochaine. Quels sont donc les changements annoncés ? Eh bien d'abord, le 19 avril marque le retour du présentiel à 100% pour les maternelles, les primaires et également le premier degré du secondaire. De la 3e secondaire à la dernière année, on revient en mode hybride, c'est-à-dire mi-distanciel, mi-présentiel. Dans l'enseignement supérieur, c'est le retour du 20% de présentiel, soit 1 jour par semaine. Et puis à partir du 19 avril toujours, il sera à nouveau possible de passer la frontière pour des raisons non essentielles, mais les tests et la quarantaine seront toujours obligatoires en retour de zone rouge. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Qu'en est-il pour après ? Ensuite, nous arrivons au 26 avril et là, nous pourrons à nouveau nous retrouver à 10 personnes maximum à l'extérieur. Les commerces non essentiels pourront aussi rouvrir sans prise de rendez-vous, comme c'est le cas pour le moment. On pourra faire du shopping avec 1 personne de son foyer maximum. Et les métiers de contact du style coiffeur, salon de tatouage pourront également reprendre leurs activités sous respect de protocoles sanitaires très stricts et renforcés. On doit encore attendre les précisions à ce niveau. On arrive donc au fameux 8 mai. Oui, à la veille de la fête des mères, si la majorité des plus de 65 ans sont vaccinés et si les soins intensifs, la situation aux soins intensifs s'améliore, alors le plan en plein air sera activé. L'Horeca aura l'autorisation de rouvrir ces terrasses, ce qui s'accompagnera de la suppression du couvre-feu partout en Belgique. Ce couvre-feu sera remplacé par une interdiction de se rassembler à plus de 3 personnes en dehors du foyer entre minuit et 5 heures du matin. Pas question d'ouverture par contre à l'intérieur pour l'Horeca. La bulle intérieure de la sphère privée donc sera élargie, légèrement élargie, puisque vous aurez droit à 2 invités chez vous maximum. Ensuite, tout le monde pourra participer à des activités sportives, des activités associatives à l'extérieur, si le groupe ne dépasse pas 25 personnes maximum. Autre élément, tout événement extérieur organisé, c'est-à-dire événement du style réception de mariage, culturel, religieux, pourront accueillir maximum 50 personnes. Et enfin, le 8 mai marque également la réouverture des parcs d'attractions, des marchés aux puces et des brocantes, toujours à l'extérieur. Merci Elisabeth, comme on dit, pour tous ces détails. Merci. Bonne nouvelle du côté européen. La présidente de la Commission a annoncé la livraison de 50 millions de doses supplémentaires de vaccins BioNTech et Pfizer. Alice Debatty, vous êtes devant les bâtiments de la Commission européenne. Alors, les vaccins développés par BioNTech sont en train de devenir un pilier majeur en fait de la vaccination en Europe, Alice. Oui, ces 50 millions de doses qui étaient initialement prévues pour la fin de l'année viennent en fait prendre la place de ceux prévus par l'entreprise Johnson & Johnson. Elle a annoncé hier un retard de livraison et la Commission européenne a donc fait appel en urgence à Pfizer BioNTech. Mais ce n'est pas que sur le court terme que les Européens misent sur ces 2 laboratoires. La Commission européenne a annoncé aujourd'hui négocier une précommande d'1,8 milliard de doses avec Pfizer BioNTech et qui pourrait donc devenir l'un des plus grands fournisseurs en Europe. Alors Alice, pourquoi l'Union européenne mise sur ce vaccin plus que sur un autre ?
Il y a plusieurs raisons, bien sûr, mais il y a tout d'abord ce contexte de méfiance à l'égard de certains vaccins, notamment celui d'AstraZeneca. Le Danemark, aujourd'hui, est l'un des premiers pays à annoncer renoncer définitivement au vaccin. Méfiance également du côté de l'Allemagne, où les personnes de moins de 60 ans vaccinées avec une première dose d'AstraZeneca seront vaccinées avec une seconde injection, mais qui ne sera pas une AstraZeneca d'un autre vaccin. Et on peut le dire, Alice, la présidente de la Commission européenne a plus confiance en certaines firmes. Mais oui, puisque aujourd'hui dans sa communication, elle a souligné la fiabilité de Pfizer-BioNTech. Pour elle, c'est une entreprise beaucoup plus fiable qui assure respecter ses engagements au niveau européen. La présidente de la Commission européenne a aussi souligné l'efficacité de la technologie de l'ARN messager. Selon elle, cela pourrait être la bonne solution pour faire face aux nouveaux variants du virus. Merci Alice. On vous a parlé ces derniers jours de la recrudescence de la pandémie au Brésil, avec un record du nombre de morts quotidiens. Mais voilà, à cause de ce variant brésilien, les pays voisins voient aussi le nombre de cas exploser. On pense à la Bolivie, au Pérou et au Venezuela. Esmeralda Labi. Une succession de chaises, une succession de bouteilles d'oxygène. Il n'y a plus de place dans l'hôpital. Alors les malades sont soignés dehors quand on peut les soigner. Les infrastructures sanitaires du Paraguay sont saturées. Dans ce pays de 7 millions d'habitants entre le Brésil et l'Argentine, la flambée des cas de Covid est une évidence. Ma mère et mon père sont tombés malades en même temps. Tous les deux, avec les mêmes symptômes, il y a 17 jours. Aujourd'hui, 17 jours plus tard, mon père est décédé. Les députés de l'Assemblée nationale ont même commencé l'examen d'une demande de destitution du président pour sa prétendue mauvaise gestion de la pandémie. Brésil, Argentine, Pérou, Colombie, la nouvelle vague de contamination fait des ravages. Plus de 40% des personnes infectées le sont par le variant brésilien. Alors, couvre-feu par-ci, reconfinement par-là se succèdent. En Colombie, par exemple, autour de la capitale, 12 millions de personnes sont priées de rester à la maison. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés. Une personne par famille peut faire les courses. Il s'agit de mesures préventives pour éviter un grand mouvement d'infection et pour continuer à avoir une capacité de réponse dans le système hospitalier. En Argentine, le gouvernement vient d'imposer un couvre-feu de 3 semaines. C'est une première depuis l'arrivée de la pandémie. Nous sommes inquiets parce que nous sommes fermés depuis 9 mois, avec des charges fiscales difficiles à assumer et avec de nombreuses dettes. Plusieurs dirigeants latino-américains s'inquiètent d'un certain relâchement social et appellent les populations à prêter un peu plus d'attention aux obligations sanitaires et aux protocoles. Le continent latino-américain enregistre plus de 26 millions de contaminations depuis le début de la pandémie et 700 000 décès. À suivre dans ce journal, les troupes américaines avaient pris position en Afghanistan après les attentats de 2001. Joe Biden l'annonce, après 20 ans d'occupation, elles vont se retirer. Un moment de dégustation dans le journal. Dans le cadre de notre rubrique Saveurs d'ici, nous irons en Gaume déguster le pâté gaumais. Et puis jour J-100, les JO de Tokyo, ça se prépare, bien sûr dans des conditions un peu spéciales. On fera le topo chez les athlètes belges. Et on fait une pause dans ce journal, on prend un peu d'air et un peu de hauteur. À moins d'un mois de son inauguration, le téléphérique de Namur fait ses débuts dans le ciel de la capitale wallonne. Depuis ce matin, les 6 cabines circulent sur les câbles. Objectif bien sûr, ajuster le déplacement des télécabines pour garantir un démarrage en toute sécurité dans les prochaines semaines. Reportage, il est signé Benjamin Braun. Incognito, le va-et-vient a commencé pour les 6 cabines du téléphérique. Pendant une semaine, les techniciens procèdent au calibrage des déplacements, des contreforts de la citadelle, au passage en gare, des réglages au millimètre près. Ça veut dire que c'est pile quoi, un gamma de 1, c'est nickel. Il y a tous les réglages d'usine qu'on prépare en avance et la pratique rattrape la théorie. Donc là, il faut vraiment ajuster sur site en fonction des réactions dynamiques de l'appareil et adapter au plus juste pour que tout soit en sécurité. Départ imminent. Pour un vol au-dessus de la Sambre. La nouvelle attraction namuroise devrait transporter ses premiers passagers dans moins d'1 mois. D'ici là, la machine doit être certifiée au terme d'une phase d'essai.
On va placer des lestes pour simuler le poids des personnes dans les cabines. Et une fois qu'on aura fait ces essais en charge, ça nous permet de réajuster une fois dans les situations au plus proche de la réalité afin d'après pouvoir mettre les personnes dedans. Sur le chantier toujours en cours, la course contre la montre pour achever la station aval. Les délais sont serrés, mais les cabines devraient être prêtes à accueillir les premiers touristes, 7 jours sur 7, dès la première quinzaine du mois de mai. Ça veut dire un régime horaire maximal, un débit horaire, si on peut parler comme ça, de 300-310 personnes par heure dans chaque sens. Donc 3 cabines qui montent, 3 cabines qui descendent. Par la suite, il y aura 2 trains de cabines supplémentaires. On n'a pas encore décidé la date, mais c'est prévu. Donc ça veut dire qu'il y aura 12 cabines en fonction, 6 qui montent, 6 qui descendent en permanence. Le compte à rebours est lancé. 20 ans après la fermeture de l'ancien téléphérique, les Namurois s'impatientent de retrouver cet accès direct à leur citadelle. Il était considéré comme l'un des plus grands escrocs au monde. Il purgeait une peine de 150 ans de prison. Bernard Madoff est mort en Caroline du Nord, dans une prison fédérale. Il avait mis au point la plus grosse escroquerie financière pyramidale jamais découverte. L'heure est venue, c'est à présent officiel. Le président Biden l'a annoncé depuis la Maison-Blanche, 20 ans après son déploiement en Afghanistan, à la suite des attaques du 11 septembre 2001. L'armée américaine va se retirer de cette région. Joe Biden a précisé, l'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique, comme celle du Vietnam en fait. Pascal Bustamante. La déclaration a été faite au quartier général de l'OTAN. Annoncé par Donald Trump pour le 1er mai, le retrait de l'armée américaine d'Afghanistan est à présent officiellement annoncé. Et la date est aussi symbolique, le 11 septembre 2021. Il y a près de 20 ans, après l'attaque des États-Unis le 11 septembre, nous sommes allés ensemble en Afghanistan pour faire face à ceux qui nous ont attaqués et pour nous assurer que l'Afghanistan ne deviendrait pas, encore une fois, un havre pour les terroristes qui pourraient attaquer l'un de nous. Et ensemble, nous avons atteint les objectifs que nous nous sommes fixés. Quelques 2500 soldats américains vont donc bientôt quitter l'Afghanistan. Ils ont été jusqu'à 100 000 au cours de l'année 2011. 2400 soldats américains sont morts et des milliers ont été blessés. En tout, le conflit a coûté plus de 1000 milliards de dollars. Sur place, la population est divisée. Pour certains, ils devraient rester. Les Américains n'ont pas assumé leurs responsabilités envers l'Afghanistan. Leur responsabilité est d'assurer un gouvernement fort, la primauté du droit et de la démocratie en Afghanistan, de veiller aussi à mettre fin au terrorisme, à la drogue et à l'intervention d'autres pays. Les talibans avaient marqué un accord pour un retrait des troupes occidentales pour le 1er mai. Ils ont menacé de reprendre les hostilités si cette date n'était pas respectée. La crédibilité, la réputation des États-Unis et sa posture dans le monde seront gravement endommagées si, dans le cas du retrait des forces américaines, l'Afghanistan plonge dans une guerre civile meurtrière. Les troupes de l'OTAN, quelques 7000 soldats en tout, dont 70 Belges, devraient suivre le mouvement initié par l'armée américaine. C'est notre séquence dégustation saveur d'ici que vous pouvez savourer pendant toutes ces vacances de Pâques dans le JT. Je vous propose le pâté Gaumet. La recette est protégée, oui, par un cahier des charges précis, mais l'enjeu pour les producteurs, c'est malgré tout de se diversifier. Arnaud Pinet. Tout démarre avec de la viande de porc bien fraîche. Les meilleurs morceaux marinés au moins 48 heures dans un mélange d'épices et dans du vin. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Au début 19e, en fait, c'était de l'oie. Et puis on est passé au porc. C'était une manière de valoriser les bas morceaux du porc. C'était un moyen d'avoir un menu pour toute la famille très nourrissant. La recette a donc évolué, même si désormais un cahier des charges fixe un cadre bien défini pour garder l'origine géographique protégée, ou IGP. Pourtant, chaque producteur essaie aussi de se différencier. Certaines épices sont prévues, tout le monde ne les utilise pas, et puis la réalisation de la pâte qui sera peut-être pas forcément la même d'un producteur à l'autre. Un petit peu chacun son secret. C'est parti pour 50 minutes au four pour ressortir bien doré et donner encore un peu plus envie, car ici on est loin d'une institution dont on se vante sans la consommer. Aux 4 coins de Gaume, il est très apprécié. Écoutez, il y a une saveur authentique. Et vous pouvez acheter plein de choses préparées partout dans les supermarchés, mais le pâté Gaumet, c'est tout le plaisir et l'authenticité de la recette.
À tout moment, on peut en prendre, je vais dire. Que ce soit en jour de fête, en jour de semaine, quand on a travaillé, et voilà. Moi, j'aime bien ça. On le consomme souvent, et donc beaucoup désormais, des dizaines de milliers chaque année, grâce à ce label IGP gagné de haute lutte, car la gomme a dû batailler pour convaincre l'Europe. Depuis 20 ans maintenant que l'IGP existe, la gomme a un statut légal, officiel, reconnu par l'Europe et donc tout le monde, alors qu'avant, c'était un terroir avec des frontières un petit peu discutables, discutées, et donc le produit est connu et reconnu et souhaité comme tel par un tas d'amateurs. Chaque lendemain de Noël, ce kiosque de Virton devient le centre de toutes les attentions, avec un concours du plus grand mangeur de pâté gommé. Il y a une quinzaine de concurrents qui se disputent pendant 20 minutes à celui qui aura le meilleur appétit pour engloutir jusqu'à plus d'1,5 kg en 20 minutes de pâté gommé. Je n'ai jamais concouru. Peut-être pas le plus possible donc, mais 1 ou 2 parts d'accord, avec une trappiste très régionale elle aussi, et le soleil du microclimat gommé. Et oui, ça donne envie. En sport, on est à 100 jours des débuts des JO de Tokyo, des JO qui se dérouleront sans la présence de spectateurs étrangers en raison de la crise sanitaire. Mais malgré ce contexte difficile, les athlètes belges se préparent avec beaucoup d'envie, d'abnégation et d'enthousiasme pour ce grand rendez-vous. Reportage, Pascal Chimé. 100 jours avant le début des Jeux Olympiques de Tokyo, le compte à rebours est lancé. J-100 bien plus qu'un cap symbolique pour les sportifs belges qui entament cette dernière ligne droite entre ambition et excitation. C'est le cas des hockeyeurs qui s'entraînent ensemble en banlieue anversoise. L'année passée, quand ça a été annulé, j'étais quand même déçu parce que bon, les autres qui ont déjà vécu les Jeux, ils savent ce que c'est. Et ils savent peut-être ce qu'ils ratent, mais moi, j'ai aucune idée. Je suis super excité de voir ce que ça donne. Arthur de Slover a hâte de vivre ses premiers Jeux. Les Red Lions viseront l'or à Tokyo, le seul titre qui manque encore à leur palmarès. Mais avant, ils devront se concentrer sur l'Euro au début du mois de juin. D'autres sportifs aussi enchaînent les grandes compétitions, comme les judokas, présents à Lisbonne pour les championnats d'Europe, mais avec une idée derrière la tête. Pour moi, ça va être des championnats d'Europe, des championnats du monde et un grand chelem de préparation pour les Jeux Olympiques. Parce que je pense que notre but ultime à tous ici, c'est d'être en top forme au JO. Le judo, c'est tellement compliqué que parfois même quand on est en forme, on perd. Donc on va aller à fond les ballons et puis c'est tout. À 3500 km de la capitale portugaise, plusieurs athlètes sont en stage à Bélek, en Turquie, avec là aussi un objectif, une idée fixe, les Jeux Olympiques. Quand on voit le décompte comme ça à 100 jours, on se rend compte que c'est bientôt et qu'on s'en rapproche. Donc c'est beaucoup d'excitation et puis une source de motivation. Tous sont focalisés sur leur préparation et leurs objectifs. Des athlètes qui s'apprêtent à vivre des Jeux sans la présence de leurs supporters, puisque seul le public japonais sera admis. Oui, ça va être un peu triste. C'est sûr que voilà, l'ambiance dans le stade, c'est quelque chose de particulier. Et, voilà, pour l'avoir vécu, c'est pour moi des super souvenirs, pouvoir partager ça avec le public. Après, je ne vais pas me plaindre. Malgré les contraintes et indépendamment du contexte sanitaire, tous les athlètes ont hâte d'une chose, débuter l'aventure olympique. En cyclisme, le Britannique Thomas Pidcock a fait une percée chez les coureurs cyclistes professionnels. Aujourd'hui, il s'est imposé à la flèche Brabançonne au sprint devant ses 2 compagnons d'échappée, le Belge Wout van Aert et l'Italien Matteo Trentin. Il a remporté la course à Overijse au sprint, comme vous le voyez. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo de Stéphane Piedboeuf et juste après un QR, le débat présenté par Sacha Daout. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain 19h30.